Alors, vous êtes des internes d'anesthésie-réanimation et à ce titre, vous êtes des spécialistes de l'urgence. Or, nous sommes en situation d'urgence climatique. Et pour filer la métaphore avec notre domaine et l'intitulé d'une autre session, il ne s'agit pas d'un code vert ni d'un code orange, mais bien d'un code rouge, car les dégâts ont commencé. Depuis l'ère pré-industrielle, la température globale terrestre a augmenté de plus d'1 degré, et ceci à cause de l'activité climatique, de l'activité humaine. Le changement climatique est d'ores et déjà la troisième cause de perte de biodiversité, et en sera probablement la première cause d'ici au siècle prochain. Selon les rapports du GIEC, si l'on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faudrait limiter les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030, c'est-à-dire demain, et les rendre nulles d'ici 2020. Pour avoir une idée de l'ampleur de la tâche qui nous attend, ce que l'on peut appeler le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, en faisant allusion au titre d'un livre de notre orateur, je reprendrai la formule de Jean-Marc Jancovici. Il nous faudrait un Covid supplémentaire tous les ans pour que l'on respecte la limite des 2 degrés des accords de Paris. Vous arrivez dans une spécialité, la réanimation, qui est certes indispensable. Elle permet incontestablement de sauver des vies, on l'a vu pendant le Covid, mais elle est coûteuse en ressources et pollue. À ce titre, il faut avoir en tête un ordre de grandeur, je pense. Les systèmes de santé mondiaux représentent entre 5 et 8% des émissions de gaz à effet de serre. Le récent rapport du Shift Project a confirmé que la France se situait dans cette fourchette, voire même la partie haute. Dans ce contexte, aux ressources finies et fragilisées par une crise climatique sans précédent, la question qui peut se poser est celle-ci. Pouvons-nous poursuivre nos pratiques de réanimation de tous et à tout prix? Derrière cette question, peut-être à dessein provocante, se cache une véritable interrogation sur la nécessaire conciliation entre notre éthique anthropocentrée et l'éthique environnementale, qui peut adopter différentes approches en incluant dans son champ d'intérêt l'ensemble des vivants, c'est ce qu'on appelle la biodiversité, le biocentrisme, ou même l'ensemble des systèmes vivants et non vivants, c'est ce qu'on peut appeler l'écocentrisme. Pour nous éclairer dans notre réflexion, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir un invité d'exception, M. Aurélien Barraud. Pour le présenter, je serai bref, c'est l'avantage des invités que l'on ne présente plus. 3 adjectifs qui me viennent à l'esprit: brillant, baccalauréat à 17 ans, classe prépa, École nationale supérieure de physique de Grenoble, diplômé en 95, diplôme d'études approfondies en physique, doctorat en astrophysique, membre junior de l'Institut universitaire de France, etc., lauréat de différents prix et médailles. Un deuxième adjectif qui est un peu moins fréquent, c'est polymathe, dont les racines grecques, poly, beaucoup, et maths, apprentissage, nous indiquent que cet adjectif désignait une personne dont les connaissances s'étendent dans plusieurs domaines, à la fois les sciences et les arts. Et pour Aurélien Barraud, c'est le cas. Il a un parcours scientifique, c'est ce que j'ai montré, mais il a également un parcours philosophique avec une thèse de philosophie soutenue en 2016. Et son intérêt pour les arts est également connu puisqu'il s'intéresse également à la poésie, notamment. Enfin, le troisième adjectif qui me vient à l'esprit pour le présenter, c'est politique. Il aime rappeler le sens des 3 mots, les 3 origines du mot politique, politikos, politeia et politiquer. Quand je dis ici politique, ce n'est pas politiquer au sens de la pratique du pouvoir, mais politikos, le vivre ensemble, auquel il est attaché, et son engagement constant dans la lutte contre l'inaction climatique en témoigne avec sa présence aujourd'hui. Enfin, je conclurai sur le fait que c'est un orateur qui décline un grand nombre d'invitations dans les médias et qui ne se rend pas forcément face à des publics conquis. On l'a vu récemment lors de sa participation aux journées d'été du MEDEF. Et je devine que c'est parce qu'il attend beaucoup de cet échange avec nous qu'il a accepté de venir, et que je pense que cette attente est réciproque. Et donc je pense qu'on peut lui céder la parole en le remerciant encore. Merci beaucoup. Merci pour cette très généreuse introduction dont je suis touché. Alors écoutez, je suis à la fois très honoré d'être invité à cette réunion et un peu gêné parce que je ne me sens aucune légitimité pour vous apporter quoi que ce soit de réellement signifiant. Bon, étant convaincu que penser, c'est toujours penser contre, je vais m'autoriser à être un peu critique à votre rencontre. Sinon, en effet, à quoi bon échanger? La complaisance est toujours intellectuellement pauvre. Je dois néanmoins souligner en introduction que suite à un drame terrible qui a touché ma famille, je me considère comme infiniment et
imprescriptiblement redevable à l'égard, entre autres, des services de réanimation. Ceci pour dire qu'il soit bien clair que tout ce qui vient, y compris les éventuelles petites piques, est prononcé de ma part avec la plus grande bienveillance et avec la plus haute estime. Alors, ce qui est terrible, je crois, c'est qu'on ne peut pas ne pas choisir. On aimerait, n'est-ce pas, que la médecine échappe à cette règle. On aimerait que pour sauver un patient, tout puisse être entrepris. Pourtant, et c'est ce à quoi j'aimerais que nous réfléchissions, c'est littéralement impossible, à tous les niveaux. Ce n'est pensable ni en fait ni en droit. Et ce n'est pas qu'une question de moyens, même si je vais aborder la question par quelques remarques triviales autour de ce point. Premium non nocere. D'abord, ne pas nuire. Bon, c'est un principe louable. Ne pas faire le mal, ça semble assez simple, un minimum. D'ailleurs, et à titre de boutade, sachez que le marquis de Sade avait détourné la maxime. Nous ne pouvons, disait-il, pas être certains de faire toujours le mal, hélas, mais on peut au moins s'astreindre à ne jamais faire le bien. Bon, plus sérieusement, et pour en revenir au vieil adage médical, la situation, je crois, est en réalité très complexe. Permettez-moi d'abord de prendre quelques minutes pour décrire l'état du monde. Ce sera un peu notre leitmotiv. On ne peut plus penser hors du contexte apocalyptique dans lequel nous nous trouvons. Ça n'a plus de sens. Et parfois, je crains que plongés dans l'horreur du local, nous oublions l'extraordinaire trauma du global. En quelques millénaires, nous avons éradiqué à peu près les 2 tiers des arbres. En quelques décennies, nous avons éradiqué les 2 tiers des poissons et des mammifères sauvages. En quelques années, nous avons éradiqué les 2 tiers des insectes. La majeure partie des points dits de non-retour a déjà été atteinte. Autrement dit, même si la contrainte est relâchée, le système ne relaxerait plus vers l'état d'équilibre. Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme 1000 à 10 000 fois plus élevé que la normale. La pollution tue 800 000 personnes par an en Europe. C'est un chiffre, je l'ai vérifié, qui est issu de publications médicales publiées dans des journaux à comité de lecture, avec d'ailleurs des incertitudes assez faibles. Les humains ne sont donc déjà pas épargnés. Il y a quelques jours, l'Université de Chicago a publié une étude montrant que les particules fines avaient déjà réduit l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans et tué statistiquement 3 fois plus que la consommation d'alcool dont vous connaissez pourtant les ravages. Seuls 20% des terres émergées ne sont pas aujourd'hui drastiquement artificialisées. Artificialisées, comprendre, dévastées. L'océan de plastique, dont la taille fait déjà le triple de la France, est toujours en croissance massique exponentielle. Les forêts tropicales sont tellement abîmées qu'elles ne jouent plus leur rôle de puits de CO2, mais commencent à émettre plus de dioxyde de carbone qu'elles n'en absorbent. La grande barrière de corail est pratiquement déjà perdue. Les méga-feux se déchaînent bien plus rapidement que prévu et induisent des rétroactions positives que nous n'attendions pas avant une trentaine d'années. Le pergélisol en fondant libère des quantités colossales de méthane qui s'avèrent 20 fois plus efficaces que le CO2 en tant que gaz à effet de serre. Environ 1 milliard d'oiseaux ont disparu, comprendre, ont été indirectement exterminés du ciel des États-Unis et presque autant en Europe. Nous produisons, littéralement, ce n'est pas une métaphore, une planète déchets en un temps record. Denis Meadows, l'un des auteurs du célèbre rapport du MIT de 1972, a récemment déclaré « De tous les scénarios alors envisagés, c'est manifestement celui de l'effondrement que nous avons choisi. » Le fait est qu'il n'est pas nécessaire de cumuler les doctorats, n'est-ce pas, pour comprendre que la courbe des prélèvements ne peut pas, ce n'est pas idéologique, c'est factuel. C'est aussi factuel que la présence de bactéries ou de cellules cancéreuses dans un corps malade
que cette courbe ne peut pas demeurer durablement au-dessus de la courbe des ressources écosystémiques. Si vos organes consomment plus d'oxygène que les artères n'en apportent, votre temps de vie est limité. C'est un fait. Si vous retirez plus d'argent que vous n'en apportez sur votre compte bancaire, votre solvabilité est très limitée. C'est un fait. Pour ce qui concerne la catastrophe écologique, on peut l'appréhender d'au moins 10 manières indépendantes, toutes scientifiquement irréfutables, et la conclusion est la même. Un enfant de 5 ans la comprend. Plus profondément peut-être, et au-delà de son incontestable instabilité, l'état du monde que nous créons est avant tout, me semble-t-il, intrinsèquement déplorable. Et c'est là le plus triste et le plus grotesque. Nous n'avons même pas pris le temps de nous demander ce qu'était l'état normal ou normal au sens de Canguilhem, ou de Foucault d'ailleurs finalement. Pour le dire de façon imagée, on peut chercher la meilleure prothèse, ce qu'on fait aujourd'hui, mais il eût peut-être été préférable de renoncer à amputer un membre sain. Pour le dire autrement encore, il me semble que l'exécutif découvre tout juste la nécessité d'une certaine sobriété. C'est assez grave, n'est-ce pas, quand les faits sont bien connus depuis environ 50 ans. C'est pire encore quand on sait évidemment que ça ne sera pas suivi d'actions concrètes. Mais ce qui est plus aberrant que tout, c'est de ne pas même interroger le système de valeurs qui laisse entendre que cette sobriété prendrait la forme d'une perte ou d'un moins bien vivre. Notre endoctrinement est quand même saisissant. Un très récent rapport global vient d'être publié. Depuis 1970, c'est-à-dire à peu près depuis le début du délire techno-nihiliste, écoutez-moi bien, 70% des populations de vertébrés ont disparu. J'aime pas le mot disparu, hein. Ce qu'il veut dire, c'est ont été tués, éradiqués. En Europe ou aux États-Unis, comme il ne restait déjà pas grand-chose, l'effondrement est limité à 10 ou 20%. Mais il atteint 95% en Amérique du Sud et guère moins en Afrique. Mes collègues, chercheurs, spécialistes, évoquent, je cite, écoutez bien les mots, un anéantissement biologique global. C'est une situation qui, à cette ampleur et à cette cinétique, n'a vraisemblablement jamais eu lieu depuis la naissance de notre planète. Hélas, il n'y a pas d'ECMO pour la biosphère. Aucune réanimation ne peut fonctionner à l'échelle globale. On ne doit plus ici se penser, vous et moi, comme des démiurges, mais comme des délinquants. Pas comme des médecins à l'échelle globale, mais comme des terroristes. Nous sommes la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité ce monde. Nous tous, j'entends, vous et moi. Mais en tant qu'habitants des pays riches, et en tant que riches au sein des pays riches, nous le sommes quand même un peu plus que les autres. C'est une évidence du point de vue du vivant en général, mais j'y insiste, les êtres humains aussi sont concernés. On estime qu'à la fin du siècle, la part de la population mondiale soumise à des canicules potentiellement mortelles, je ne parle pas d'inconfort, hein, je parle de risque vital, avoisinera 74% de la population mondiale. Et quand la très raisonnable ONU évoque 500 millions de réfugiés climatiques dans 25 ans, quand vous serez, si vous êtes des internes, au milieu de votre carrière, et ces chiffres d'ailleurs sont constamment revus à la hausse, eh bien, sans aucun doute, 500 millions de personnes qui se déplacent sur plusieurs milliers de kilomètres, c'est une guerre mondiale. Il ne s'agit pas ici d'une angoisse mystique, mais d'un fait géostratégique élémentaire. Mes confrères, chercheurs spécialistes sont, disais-je, désespérés. Les méta-analyses montrent que la vie s'effondre dans toutes les directions. Suivant l'expression consacrée, les conditions d'habitabilité de cette planète sont en passe d'être détruites. Mais je ne voudrais pas donner l'impression que c'est un problème uniquement écologique, hein. Au-delà de cette seule question, qui est pourtant existentielle, je reprends les mots de l'ONU, permettez-moi, par provocation, mais aussi parce que c'est juste, de citer quelques phrases d'un ouvrage de Chomsky datant d'il y a quelques décennies environ. Il écrivait
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme et le néocolonialisme occidentaux ont causé la mort de 50 à 55 millions de personnes. Cette période relativement brève a été le théâtre du plus grand nombre de massacres jamais perpétrés dans l'histoire. La plupart d'entre eux ont été commis au nom de nobles idéaux comme la liberté et la démocratie, brandis comme des slogans. Quelques États d'Europe, ainsi que d'autres États dirigés avant tout par des citoyens d'origine européenne, ont fait prévaloir les intérêts de l'Occident, ceux des gens qui comptent, au détriment de ceux de l'immense majorité des êtres humains. Le massacre de millions de personnes a été considéré comme inévitable, voire justifiable. Et la plupart des Occidentaux semblent terriblement mal informés. Fin de citation. Ce que je veux juste souligner ici, c'est qu'il devient un peu indécent de dénoncer sans frein les violences d'ailleurs. La barbarie d'ici, la nôtre, devrait peut-être nous occuper un peu davantage. Alors, premium non nocere, vraiment? Oui, enfin, à condition de ne surtout pas regarder l'image globale du monde que nous avons construit et de se concentrer sur l'infime. D'ailleurs, vous avez remarqué, la médecine sert souvent de caution aux pires absurdités. J'espère que cela vous révulse, pour ne pas dire vous répugne, vous qui êtes habitué à évaluer des balances bénéfices-risques. Le métavers, nouveau parangon de l'aliénation numérique, communique en ce moment sur l'entraînement des chirurgiens. Les apôtres de la 5G de téléphonie mobile revendiquent la facilité d'échange pour des opérations avec intervention de confrères à distance. C'est un peu pathétique. On tente de duper le naïf avec un très hypothétique et très marginal bénéfice médical en omettant le risque, ou plutôt le coût, immense en termes de consommation, de pollution, d'addiction et, avouons-le, de crétinisation. Un peu comme si on justifiait l'arrêt immédiat et généralisé de toute vaccination au motif de quelques vies sauvées, ce qui est vrai, puisque chaque vaccin a ses victimes, mais ce qui omettrait bien sûr les innombrables vies qui seraient alors perdues. Ça n'a aucun sens. Alors, revenons d'un peu plus près à la réanimation, en tentant donc d'abord de ne pas nuire, même si, contrairement à la créance commune, et vous le savez bien sûr mieux que moi, cette phrase n'est pas littéralement dans le serment d'Hippocrate. En guise de prolégomène, une remarque liminaire désuète. Même en ce qui concerne la santé, les choix sociétaux implicites sont permanents. Il n'y a jamais d'inconditionnalité, jamais. Alors je sais bien que l'idée de devoir choisir entre des patients, comme ce fut par exemple le cas durant les débuts de l'épidémie Covid-19, comme c'est parfois le cas d'ailleurs quand un service est trop tendu, indépendamment de cette épidémie, eh bien c'est heureusement insupportable pour un médecin. Et je crois que cette révolte est saine. Mais gardons en tête que plus globalement, on ne cesse jamais de choisir. Si mon fils, à l'arrière de l'automobile accidentée, avait bénéficié d'un airbag comme son frère à l'avant, il n'aurait sans doute pas été à ce point proche de la mort. Mais on choisit de ne pas obliger les airbags par économie. On choisit de ne pas dépister tous les cancers potentiels, même ceux pour lesquels il y aurait un bénéfice à une détection précoce, par économie. On choisit d'autoriser les vacances à l'autre bout du monde, en avion, sachant que c'est, objectivement, et du point de vue de la santé publique, un geste de délinquance bien plus délétère que nombre d'attitudes pénalement répréhensibles. Parce qu'on choisit que les loisirs des riches, même aux conséquences dévastatrices, sont finalement plus acceptables que les larcins des pauvres. On choisit que les piscines sont encore légales, alors même que l'eau est déjà ici devenue une ressource rare et précieuse. C'est un peu vulgaire, hein, évidemment, de vouloir une piscine aujourd'hui, mais c'est à ce jour encore possible et c'est notre choix. On choisit d'autoriser la vente de tabac, dont on connaît les conséquences,
Le cancer du poumon est sans doute l'un des seuls d'ailleurs qu'on saurait très bien faire reculer drastiquement. On choisit de mettre en place des gadgets techno-débiles parce qu'on décide que l'immédiateté du gain ressenti outrepasse les conséquences tragiques de la catastrophe engendrée. Toute cette architecture, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est une élaboration sociale, contingente et déconstructible. Ne faisons pas mine de ne jamais choisir de mettre une vie en péril. En fait, c'est la règle plus que l'exception. Et la médecine ne peut pas, je crois, être pensée hors de cet environnement. D'abord, ne pas nuire. Honnêtement, quelle blague! Notre civilisation est nuisible au-delà du pensable. Aucune autre n'a dévasté la vie avec autant de systématicité. Jamais une extinction massive n'avait été due à une espèce vivante. Aucune autre ne peut se vanter de ce que son massacre demeurera visible sur des échelles de temps géologiques. Ça ne signifie pas, bien sûr, qu'il n'existe aucun îlot de sens. Et la médecine fait partie de ces îlots de sens. Dans le cas plus spécifique de la réanimation, les dilemmes sont infiniment diffractés. Je ne vais pas proposer une taxinomie de ces choses que vous connaissez évidemment bien mieux que moi et sur lesquelles vous avez évidemment bien davantage réfléchi. En passant quand même, une petite difficulté. À tort ou à raison, les choix ne peuvent être considérés comme rigoureusement équivalents, suivant qu'ils sont perçus comme relevant d'une intervention ou d'un laisser-faire. Il est évident, n'est-ce pas, qu'une intervention ratée est toujours plus douloureusement ressentie qu'une non-action aux conséquences négatives. Mais dans le cadre médical, la question est subtile, parce que l'état normal n'est pas clairement défini. Si un patient, par exemple, est pris en charge et que la question d'une interruption se pose, quel est l'état normal? Dans une perspective inertielle, la normalité apparaîtrait comme la continuation de la prise en charge, tandis que dans une perspective naturelle, elle se définirait comme l'absence de traitement ou d'intervention. Tout ici est intriqué. Et je n'évoque bien sûr même pas le caractère inévitablement stochastique de la décision, puisque la logique ne peut être que celle d'un pari. Ce qui est pire encore dans votre cas, c'est l'incommensurabilité des choix. On peut tenter de comparer des mois de vie sauvés, ce qui n'a d'ailleurs déjà pas grand sens. Mais comment comparer un gain avec un coût, et non pas un risque, j'y insiste, qui est radicalement autre? Gain, la vie d'un patient est sauvée pour un temps. Coût, il endurera des souffrances extrêmes. Comment hiérarchiser? En particulier dans le cas où l'alternative n'a pas été préalablement discutée avec le patient. Quel degré de morbidité devient intolérable? Et surtout, qui est légitime pour statuer? Évidemment, je crois qu'une question essentielle a trait à la réversibilité. Le patient a-t-il une chance de quitter la réanimation? Bien, mais comment intégrer les petites chances? Et même dans le cas d'une réponse négative, comment statuer sur la valeur d'une vie dépendante de supplétifs externes, de machines? Une vie qui n'est pas inexistante pourtant. Il est évident que tout cela dépend également de l'environnement du patient, non pas au sens où les patients dont la famille se montre auraient moins de valeur ou plus de valeur, mais parce que nous sommes avant tout des êtres à l'autre. Une question qui est peut-être un peu moins politiquement correcte, mais qui se pose aussi. Cherche-t-on uniquement dans une décision de prise en charge le bien du patient ou souhaite-t-on aussi acquérir un savoir pour les suivants? Ce qui d'ailleurs ne serait pas du tout scandaleux. Qu'il s'agisse de mener un essai, ou plus modestement, d'entraîner le débutant qui ne sait pas bien intuber ou poser un cathéter veineux central. Dans ce dernier cas, le geste, bien sûr, devrait être fait de toute façon. On ne le fait pas à des fins d'entraînement, naturellement, mais il pourrait l'être par un chef aguerri, qui, en l'occurrence, laissera sa place à l'interne qui doit bien apprendre. Et c'est normal, c'est même souhaitable. Mais du strict point de vue du patient, ce n'est pas forcément optimal, c'est un fait. En principe, bien sûr, de par sa méthodologie, un essai ne nuit pas, certes. Mais enfin, regardez un peu l'histoire.
Regardez la chirurgie radicale et la chimiothérapie radicale qui ont jalonné l'histoire du traitement des cancers. Les souffrances indescriptibles qui ont été induites pour des bénéfices souvent nuls ne peuvent pas juste être omises. Et pourtant, quelque chose a été compris. Pourtant, lentement, des leçons ont été tirées de ces expériences pour le bien commun. Et qu'on le dise ou non, ceci a été fait au détriment évident de celles et ceux qui les ont endurées. Et il n'y a aucune faute dans tout cela. Ce n'est pas du tout un reproche de ma part. C'est simplement qu'il y a une immense complexité éthique et à l'éthique. Et on ne peut pas faire comme si aucun choix défavorable n'était jamais fait. C'est juste faux. Et c'est pas grave. Mais cessons de fantasmer l'idée que la santé doit échapper au compromis. C'est faux à tous les niveaux. Sans compter d'ailleurs que toute une chaîne causale est toujours impliquée. Faut-il accepter un patient souffrant d'une maladie chronique et dont les jours sont de toute façon comptés, ou garder un lit libre pour un éventuel mais incertain jeune patient sauvable qui pourrait se présenter en réanimation? Cette longue digression pour dire une chose très simple en fait est tout à fait évidente. Aucun dogmatisme n'est tenable. Exactement comme pour la question écologique. Il me semble que deux guides peuvent néanmoins être convoqués. D'une part, toujours garder en tête que nos convictions sont fragiles, que l'oubli de la contingence est la pire brutalité. Les évidences des uns ne sont pas celles des autres. Ce qui semble essentiel à ceci n'est pas ce qui paraît cardinal à cela. Le jeu consiste à adapter la règle. Et d'autre part, comprendre que la normalité n'existe pas au-delà d'une insipide acception statistique. Ce n'est même plus la question. Vous êtes des tisseurs de singularité. Et cela demande une profondeur à la hauteur de la responsabilité. Bon, résumons-nous. Tout choix est complexe du point de vue des bénéfices et des coûts pour le patient. Je suppose n'avoir évidemment rien à vous apprendre sur cette problématique qui est celle de votre quotidien. D'autant que la question de savoir si une vie drastiquement diminuée mérite d'être vécue n'est pas une question médicale. Il ne s'agit pas seulement de savoir quand il est préférable de mettre fin à la construction d'un amoncellement de morbidité pour le ou la concernée, mais aussi de mettre cela en regard de la mobilisation extrême qui peut s'en suivre pour l'équipe médicale et par conséquent des éventuelles pertes de chance pour d'autres patients. Rien ne serait pire que de créer de nouveaux comités d'éthique tentant d'édicter des règles universelles. C'est tellement dans l'air du temps, et nous le savons tous, c'est tellement insupportable. Mais alors, il faut que chaque médecin sache à tout instant que ces décisions, qu'il le veuille ou non, ne sont pas que médicales, qu'elles sont fondamentalement philosophiques et presque cosmologiques, parce que c'est un peu le sens du monde qui se tresse ici. Vous n'avez aucune légitimité particulière pour ces décisions. Et ce n'est pas grave, parce que vous êtes celle ou celui qui, à un instant donné, doit les prendre, avec solennité. Je crois que c'est la seule règle dont la transgression serait une faute. Alors, je voudrais plutôt insister sur un point moins subtil, mais sans doute moins présent dans votre esprit, qui est celui des coûts sociétaux globaux. La médecine n'échappe pas, au moins pas entièrement, à une pensée globale. On ne peut pas simplement se dire, pour ce qui concerne la sauvegarde de la vie, la société ne peut supporter aucun compromis qui virerait alors nécessairement à la compromission. Il serait peut-être beau de le dire, mais ça n'a pas de sens. J'ai donné déjà beaucoup d'exemples. Nous décidons collectivement que certains gestes culturels ou certains positionnements économiques, alors même que leurs incidences sur la santé publique sont sans la moindre hésitation délétères, demeurent acceptables. On ne peut pas même d'ailleurs considérer que cela est une faute ou que c'est inepte, dans la mesure où vivre, c'est aussi prendre des risques. Qui voudrait d'un monde entièrement aseptisé, permettant de gagner quelques mois d'espérance de vie et étiolant ou interdisant toute folie et toute spontanéité? Un monde, et nous nous y dirigeons d'ailleurs, où finalement il ne s'agirait plus que de se couvrir, de montrer que le protocole a été respecté.
Un monde peut-être aussi d'ailleurs où l'on oublierait les véritables finalités. Un monde donc où les chercheurs, comme moi, penseraient uniquement en termes d'articles publiés ou de financements obtenus, et où les médecins, comme vous, raisonneraient en oubliant que le point de vue du patient n'est pas un point de vue parmi d'autres, qu'il est par essence normatif. Dieu nous préserve d'un tel monde, même si, on le sait, nous n'en sommes parfois pas loin. Ni la découverte de la connaissance, ni le seul intérêt du malade ne sont nos uniques régulateurs. Nous nous fourvoyons souvent et l'architecture systémique nous y enjoint. Mais au moins, pourrions-nous sans doute demeurer conscients de ces faiblesses. Alors, mon avis serait donc le suivant, en 2 points. Premièrement, il y a un niveau global où je crois qu'une certaine rationalité froide est nécessaire. C'est un peu ce que nous attendons des pouvoirs publics, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous leur déléguons notre capacité de choix. C'est le sens de la politique, c'est le sens du droit. C'est presque le seul point d'accord entre les visions par ailleurs antagonistes de Hobbes, de Locke et de Rousseau. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation de ce point de vue insensée. Parce qu'au-delà du fait que la trajectoire actuelle est factuellement, matériellement, rigoureusement intenable, on ne prend toujours pas le temps de se demander si elle est souhaitable. Qu'est-ce qui nous importe vraiment? Imaginez un monde dévasté, un monde à la Elon Musk. Vous savez, celui qui commercialise des lance-flammes parce que ça l'amuse, qui tente de faire croire que des voitures de 2 tonnes qui emmènent 500 kilos de batterie sont des objets écologiques, qui soutient le principe de coup d'État lorsque ceux-ci servent ses intérêts, qui invente un univers où les satellites artificiels remplacent les étoiles, qui s'évertue à faire en sorte, au moyen d'ailleurs d'objets très polluants, que l'on puisse jouir d'Internet à haut débit même pendant les quelques heures d'un voyage en avion. Celui qui investit des dizaines de milliards pour que les réseaux sociaux soient toujours plus en roue libre de calomnie. Celui qui travaille à implémenter des électrodes dans les cerveaux pour permettre l'expérience virtuelle de balades dans des forêts qui n'auront plus d'existence réelle. Imaginez donc ce monde et supposez que l'espérance de vie n'y est pas diminuée. En pratique, ce serait impossible, mais à titre d'expérience de pensée, imaginons-le. Et posons-nous la question, est-ce enviable? Veut-on de ce monde? Peut-on laisser quelques radicalisés en costume nommer cette dystopie un progrès? Il faudrait commencer par poser ce qui nous importe. Mais restons-en, si vous le voulez bien, un instant, au cas simple, où l'enjeu consisterait uniquement à allonger la durée de vie. Même de ce point de vue, le statut de la médecine est complexe. En oncologie, par exemple, il semble qu'on s'oriente de plus en plus vers des thérapies ciblées, donc peu généralisables, donc au rapport coût-bénéfice extrêmement faible en termes de santé publique. Par ailleurs, on travaille à créer des organes artificiels de plus en plus élaborés. Même si les prix étaient divisés par 10 ou par 100, ils demeureraient une niche accessible à une infime partie de la population. Si c'est réellement la maximisation des mois de vie gagnés que nous cherchons, ce n'est pas un bon calcul. À l'échelle mondiale, c'est tout à fait certain. Je vous rappelle qu'en ce moment, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. Et ce ne serait pas très coûteux de l'endiguer. Et même à l'échelle nationale, c'est un choix qui serait vraisemblablement irrationnel. Comme l'a montré Donna Meadows, jouer sur les rétroactions positives vicieuses serait en fait énormément plus efficace que de tenter de mettre en place des mécanismes focalisés sur les corrections vertueuses. Et pourtant, ça ne signifie pas que ces choix ne doivent pas être faits, parce que c'est aussi notre grandeur de nous autoriser cela, même si c'est irrationnel. Mais il faut alors s'avouer les raisons réelles et profondes qui nous y conduisent. Il n'y a pas de sens, me semble-t-il, à sacraliser le médical. Il n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres de ce qui détermine nos durées et qualités de vie. Et avec l'américanisation de notre société, cette médecine deviendra inexorablement un luxe réservé à une petite minorité. Et en passant, vous savez d'ailleurs que l'espérance de vie aux États-Unis diminue régulièrement depuis une dizaine d'années
et a reculé à son niveau d'il y a 30 ans, et ce n'est pas seulement dû au Covid. Je crois qu'on ne peut pas extraire la médecine du processus rationnel global. L'idée de laisser mourir quiconque, je parle de cas où pour une raison ou une autre, il est considéré qu'un soin serait bénéfique au patient, est évidemment une idée intolérable. C'est entendu, c'est partagé, nous sommes d'accord. Mais il est quand même impossible d'ignorer que par ailleurs, nous laissons délibérément mourir beaucoup de gens, même chez nous. On sait par exemple que les SDF ont une espérance de vie diminuée de 30 ans environ. C'est démentiel. Et nous ne réquisitionnons pas pour autant les logements vides, qui, je vous le rappelle, sont en Île-de-France 3 fois plus nombreux que les sans-abri. Ou alors, nous décidons seulement que la mort n'est inacceptable que pour les riches. Et ce n'est pourtant pas même aussi simple. D'une part, parce que notre système de santé, jusqu'à maintenant, prémunissait à peu près contre cette dérive, et d'autre part, parce que le suicide collectif que nous déployons en ce moment n'épargnera in fine personne. Alors, je crois donc qu'il serait sain de mettre tout ça sur la table. On peut déclarer la main sur le cœur que tout doit être fait pour sauver chaque vie. Mais alors, il faut regarder bien au-delà de la médecine et penser aux centaines de milliers de morts annuels en Europe, dus pour partie à la brutalité économique, pour partie à la pollution. Je parle des données de la très officielle European Environment Agency qui vient de publier une méta-analyse à partir de publications médicales. Et une très grande partie de tout cela est bien sûr liée au luxe superflu de nos manières d'habiter le monde. Alors je crois qu'aux ECN, il faudrait qu'on élargisse un peu le spectre de la LCA parce que le macrocosme, la biosphère, est aujourd'hui le corps le plus gravement endommagé et il faudrait savoir lire tous ces articles qui le martèlent. En passant d'ailleurs, il faudrait aussi penser, n'est-ce pas, le sens de ce qu'on nomme ici luxe et qu'on connote méliorativement. En remplaçant un réseau social par un livre, est-ce qu'on perd au change? En remplaçant un voyage instagramisable à l'autre bout du monde par l'expérience d'une authentique altérité dans son voisinage, est-ce qu'on perd au change? En remplaçant son alimentation carnée par des succulences végétariennes, est-ce qu'on perd au change? D'autant que sur ce dernier point, l'hypocrisie est quand même assez incroyable. Non seulement parce qu'aucun d'entre nous ne supporterait de regarder en face les souffrances qui sont par là même engendrées à des êtres vivants qui ressentent la douleur et l'angoisse à peu près comme nous, on le sait aujourd'hui scientifiquement, mais aussi parce qu'il s'agit quand même, et ça je veux le marteler aux médecins que vous êtes, d'un choix égoïste. Quand vous divisez la surface cultivable mondiale par la population mondiale, vous trouvez tout de suite qu'on a droit à environ un demi-hectare par personne. Et ça, c'est pas compatible avec des steaks. C'est pas idéologique, c'est factuel. En manger, c'est décider que d'autres mourront de faim. C'est mathématique. C'est pas de ma faute. Quant aux recommandations de l'OMS concernant le poisson, elles sont sans doute pertinentes, je n'en doute pas. Mais si elles étaient appliquées, les océans seraient vidés en 10 ans. C'est un peu contrariant et c'est surtout un peu incohérent. Il va falloir qu'on commence à être sérieux à l'échelle globale. Mais le deuxième point que je voulais vous soumettre, c'est qu'en parallèle d'une mise en perspective saine de nos priorités globales, ce que je viens de dire, compte tenu de ce qui impacte réellement et profondément la vie sur cette planète, je crois qu'il ne faut pas s'interdire une certaine spontanéité locale. Vous savez bien que face à toutes les difficultés, face à tous les travers, face à toutes les oppressions reconnues, on procède aujourd'hui par mise en place de comités. Si la seule solution au dilemme de la médecine consiste à édifier des structures normatives, performatives et coercitives, à niveler et à uniformiser les réponses, à se protéger derrière des dogmes donnant l'illusion de l'intelligence, je ne pense pas que nous y gagnerons. Au contraire, on ne veut pas de cela. À un certain niveau, il me semble acceptable et même souhaitable que tout se joue entre le médecin ou l'équipe médicale et le patient. Que quelque chose, un acharnement ou un abandon, puisse être décidé dans l'intimité d'une connaissance singulière, à condition
que tout cela soit empreint d'humilité, ce qui peut-être n'est pas toujours le cas. Et ça implique d'ailleurs aussi une réflexion sur la mort. Il ne faut pas voler la mort de ses patients. Et vous le savez mieux que moi. Si certains rêvent de disparaître sous sédatifs, d'autres peuvent souhaiter vivre au sens fort leurs derniers instants comme une vérité en un sens presque heideggerien. Sur cela, on ne peut pas statuer a priori. L'éthique ne peut être que située, fragile et chancelante, ou comme le dirait Michel Serres, ensemencée de circonstances. Une manière peut-être de résumer mon propos serait la suivante. Vous savez, et dans une certaine mesure vous acceptez, que les moyens financiers ne soient pas infinis. Il n'y a pas autant de machines de dialyse que de lits. Et il n'y a pas autant de lits que de patients potentiels. Et finalement, c'est un peu normal. Personne ne le conteste. Je crois qu'il faut peut-être commencer à comprendre que l'argent n'est pas le seul facteur limitant. Nous vivons dans un monde fini, dans un monde de choix, et pas seulement du point de vue économique. Il va falloir commencer à l'intégrer. C'est parfois violent parce que nous avons été mal biberonnés au toujours plus de consommation. C'est parfois élégant parce que, comme le disait mon ami le philosophe Jean-Luc Nancy, la finitude est un mode de l'infini et je crois que le découvrir est une belle chose. Alors vous l'avez remarqué, je n'ai pas du tout parlé des petits gestes ou des économies de plastique et d'électricité qu'on pourrait faire à l'hôpital, de la décarbonation de votre métier. Pardon, et pardon pour les orateurs qui vont l'évoquer, mais je crois que c'est totalement dérisoire face au péril que nous abordons et qui relève évidemment d'une faillite civilisationnelle. Ça ne m'intéresse pas tellement de décarboner la réanimation, ce n'est juste pas le problème. Même le fameux réchauffement climatique, d'ailleurs, c'est presque un détail. La personne qui a introduit cet exposé l'a rappelé. C'est la troisième cause de mortalité. Alors, concentrons-nous sur les deux premières, précisément. Je ne comprends pas pourquoi on surdétermine à ce point le réchauffement climatique. Le vrai problème, le réchauffement climatique, c'est un symptôme, c'est une conséquence. Le vrai problème, c'est notre être au monde prédateur. C'est notre ontologie atrophiée, c'est notre axiologie affectée. En tant que réanimateur, vous êtes les mieux placés pour comprendre ce paradoxe. Vous pouvez suppléer à peu près n'importe quel organe. C'est essentiel face à l'urgence. Mais vous ne pouvez pas guérir une maladie chronique. Et c'est là qu'il faut travailler. Nous nous comportons aujourd'hui comme des réanimateurs à l'échelle de la biosphère. On cherche des astuces, des machines pour pallier telle ou telle déficience des écosystèmes. Ça pourrait être opportun face à un accident, par exemple. Mais si en pratique, même si ça ne fonctionnerait certainement pas à cette envergure, mais en réalité, nous soumettons notre planète à une maladie dégénérative. Et c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut travailler. Le reste, sincèrement, relève du cache-misère. Les folies technico-ingénieriques ne sont pas la solution, elles sont le problème. Et de grâce, s'il vous plaît, ne tentez pas de les justifier par quelques usages potentiellement positifs, ici ou là, notamment en médecine. Ces belles conséquences demeurent perdues dans un océan d'externalités négatives. Il faut prendre un peu de hauteur sur ces questions. Vous ne souhaiteriez pas, je suppose, que l'AMM soit délivrée à une molécule qui, certes, sauverait quelques patients, mais qui en tuerait l'essentiel. On ne peut plus se payer le luxe d'oublier maintenant le plan large. On ne peut plus négliger la logique du pharmacone. Souvenez-vous, l'exposé de Platon repris par Derrida. Ce qui peut sauver à dosage infinitésimal, bien souvent tue à surdosage délirant. Ainsi en va-t-il de notre fascination pour une technologie hors sol qui est globalement devenue notre ennemi. Alors, avant de rendre la parole, je voudrais vous taquiner un peu, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Vous savez bien que vous êtes aimés, et c'est mérité. Nous vous aimons, vous, les médecins, parce que vous sauvez nos vies. Et on sait que pour cela, vous travaillez beaucoup. En fait, vous travaillez énormément. En réalité, je crois que vous travaillez plus que presque tous les autres. Pour cela, bien sûr, il n'y a qu'un mot, merci. Néanmoins, aux plus jeunes d'entre vous, je voudrais dire ceci.
N'oubliez pas que si les concours que vous avez réussis sont très difficiles, nul ne le conteste, vous avez aussi une chance incroyable. Dès 1 an après le bac, vous avez su que vous seriez médecin. Dans mon domaine, en recherche scientifique, quand vous réussissez le concours de l'école polytechnique ou de l'école normale supérieure, par exemple, qui ne sont pas exactement plus faciles, vous demeurerez dans l'incertitude d'avoir un métier, d'avoir un recrutement au CNRS ou à l'université, typiquement 13 à 14 ans après le bac. Au CNRS, en physique théorique, dans mon domaine, ce sont 240 candidats, tous excellentissimes, tous ayant fait leurs preuves au niveau mondial, tous ayant sacrifié leur vie familiale, qui se présentent chaque année pour 4 ou 5 places offertes. Et les autres, en grande majorité, devront se reconvertir à l'âge où vous serez docteur junior. N'oubliez donc pas là aussi que vous avez une très grande chance. Devenir musicien professionnel, c'est statistiquement parlant beaucoup plus difficile que de devenir médecin, et l'avenir y est extraordinairement plus incertain. Aux plus âgés, s'il y a quelques professeurs dans la salle, je voudrais dire ceci. La médecine est, je crois, la seule branche de l'université à n'avoir pas fait mai 68. Pour le meilleur, parce qu'il est plutôt intéressant de cultiver la singularité. Et le compagnonnage, par exemple, que vous n'avez pas abandonné, est une belle chose. Mais aussi pour le pire, car franchement, quel monde de hiérarchie anachronique que le vôtre. Même nous, les patients, nous le sentons. Vous savez, partout ailleurs, quand un jeune conteste le travail d'un grand ponte, il lui dit en face, avec toute l'évidence nécessaire: je suis professeur d'université, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et quand un de mes doctorants ou même un stagiaire n'est pas d'accord avec moi, il vient me voir et il me dit je crois que tu t'es planté dans ton raisonnement, ou alors ta méthode est complètement à côté de la plaque, tu déconnes, tu devrais revoir ta façon de penser. Et on rigole, et on travaille, et parfois le petit jeune a raison. J'ai pas l'impression que les internes puissent dire cela au PUPH. Et le pire, c'est que ce système se reproduit. Cette violence interne perdure presque comme une tare génétique. Dans mon domaine, s'il arrivait à un professeur, à un directeur de recherche, à un directeur de laboratoire, de manquer de respect à un doctorant, de ne pas le considérer, de ne pas le valoriser, de ne pas l'écouter, eh bien le grand ponte serait moqué par ses pairs et bientôt marginalisé. À raison. Peut-être devriez-vous y réfléchir. Accepter les regards critiques et vous astreindre à un peu d'estime de l'autre, fût-il moins gradé ou fût-il d'un autre service. Ça ne serait pas seulement agréable, ça serait efficace. On le sait bien, chaque spécialité, n'est-ce pas, pense avoir compris ce que toutes les autres ignorent. La suffisance est aussi une maladie. Et pour finir, à nous tous, je voudrais ajouter, on ne peut pas cautionner une politique de démantèlement au long cours des services publics et s'étonner que l'hôpital aille mal. On ne peut pas souhaiter un monde essentiellement sans taxes et sans impôts et s'étonner que les lits ferment. On ne peut pas soutenir implicitement la privatisation et la marchandisation des transports ou de l'éducation et vouloir soi-même échapper à la mouvance globale qu'on cautionne. On devrait s'insurger avant d'être personnellement victime du délitement, sans mauvais jeu de mots, du tissu social. Ce serait plus efficace et moins vulgaire. Surtout que vous et moi, enfin vous, quand vous serez un peu plus grand si vous êtes encore interne, nous sommes outrageusement privilégiés. D'une part, au niveau matériel. Je vous rappelle que le salaire médian mondial est de 558 € par mois et je crois en France de 1 800 € par mois. Autrement dit, une fois de plus, je ne parle pas des internes, hein, je parle des chefs, nous gagnons beaucoup trop. Nous prenons beaucoup, beaucoup de parts du gâteau. Et qu'on le veuille ou non, ce n'est pas de ma faute, celui-ci est de taille finie. Par ailleurs, au niveau symbolique, nous avons quand même une chance incroyable. Nous menons une activité un tant soit peu signifiante et reconnue comme telle. Je crois sincèrement qu'en demander plus encore relèverait un peu de l'obscène. Alors, je ne suis pas médecin, évidemment. J'ai juste fréquenté l'hôpital et en particulier la réanimation quand mes enfants ayant été soignés et sauvés.
Mais ce fut une immersion assez longue et assez radicale. C'est là que j'ai vu et compris les quelques éléments du puzzle que je me permets de mettre sur la table, avec avant tout, bien sûr, une immense admiration et une éternelle reconnaissance, je le dis une dernière fois. En conclusion, notre monde se meurt. Ce n'est pas un avis, c'est une vérité scientifique. Tout est à réinventer à très court terme. C'est à la fois incroyablement difficile, puisqu'il s'agit de se désensorceler de nos réflexes mortifères, et incroyablement simple, puisqu'il n'est question que d'oser nous demander ce que nous voulons vraiment. À la lisière de tant de champs disciplinaires souvent cloisonnés, la médecine serait un lieu rêvé pour, pour faire éclore cette révolution à nul autre pareil. Oser, et pour cela, je dirais que ça exige en fait de vous peut-être la seule compétence dont vous faites, je crois, très peu usage au quotidien, à savoir la capacité à remettre en cause jusqu'à l'ordre établi, jusqu'à la trame sociétale qui permet pourtant votre existence et soutient votre prestige. Vous avez toute mon amitié et tout mon soutien dans ce défi sans précédent. Naïvement peut-être, j'ai confiance en vous. Pour revenir à la question initiale, faut-il réanimer nos morts? Je dirais qu'elle est à la fois trop grande et trop étroite. Trop immense, car qui pourrait oser répondre négativement? Qui pourrait oser répondre tout simplement? Mais aussi trop petite, parce que le niveau de déconstruction systémique qui est aujourd'hui vital dépasse infiniment celui des ajustements professionnels. Nous n'en sommes plus du tout là. Le défi pour vous, c'est de retramer la médecine avec le monde, de réintroduire celle-ci dans un rhizome de sens et de résistance, de réinventer la singularité du geste, fût-il banal, en renonçant à l'exceptionnalité de classe. Pensez donc le corps hors du corporatisme. C'est peut-être là, d'ailleurs, le véritable sens de ce qu'Antonin Artaud nommait avec Gilles Deleuze, je cite, un corps sans organes. Merci beaucoup. Si vous avez des remarques, questions, objections, je vous écoute avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Ou des corrections sur mes erreurs médicales. N'hésitez pas non plus. Il y a une question au fond. Même plus bas, là. Même au milieu. Alors, il y a le micro qui arrive. Hein. C'est quoi? On va la rapporter. Bah, s'il y a des questions. Bon. Bah, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de micro qui arrive, donc je vais me permettre de poser une question, moi. Alors, merci, monsieur Aurélien Barraud, pour cette intervention. On a l'impression, clairement, en vous entendant, qu'on a besoin d'une révolution globale et que la science, même si elle nous apporte certaines réponses, elle ne donne pas la direction à suivre, clairement. Est-ce que la recherche scientifique a sa place dans la résolution de cette problématique-là? Est-ce que en enchaînant les bilans carbone ou en refaisant des balances bénéfices-risques, en y intégrant des discussions autour des émissions de CO2, des coûts pour la société, est-ce qu'on peut résoudre le problème ou parler le langage des PUPH que vous aviez évoqués, ou est-ce qu'au contraire, c'est de la poésie qu'il nous faut, c'est de la réflexion, de l'éthique, de la philosophie?
Bon, d'abord, soyons très modestes, hein, je ne sais pas et je n'ai aucune légitimité, moi non plus, pour, répondre à cette question. Je peux, simplement vous faire part d'un ressenti qui n'est pas du tout, normatif. Je crois que si vous entendez par science, en effet, les bilans carbone approfondis et cetera, je dirais que c'est anecdotique. C'est anecdotique parce qu'on rate presque toujours l'essentiel. Si en ce moment, et j'espère que ce n'est pas le cas, la plupart des gens dans cette salle se disent: «Quand j'aurai 45 ans, je roulerai en Porsche», tout est perdu. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez la rendre électrique, votre Porsche, ça ne change rien. L'électricité, il faudra bien la produire. Mais c'est bien pire que ça, parce que ce n'est pas qu'une question de consommation, ce n'est pas qu'une question de pollution, ce n'est pas qu'une question d'émissions de CO2, c'est une question de réification de la vie. C'est une question de démantèlement axiologique qui fait que ce qui est connoté méliorativement, indépendamment des externalités négatives, c'est déjà un monde de machines. Tant qu'on vit dans ce système de valeurs, il n'y a aucun moyen, à mon sens, d'espérer une amélioration globale du monde dans lequel on se trouve. Si par contre, vous entendez par science la recherche fondamentale qui tente de nous aider à construire une autre ontologie, c'est-à-dire une autre compréhension de ce qu'est le réel. Mon ami Carlo Rovelli, par exemple, est en train en ce moment de montrer que grâce à la mécanique quantique, peut-être, nous devrions repenser l'univers comme un réseau de relations. Ça, je crois que c'est très signifiant, que c'est très beau, que c'est très important, que c'est très déconstructeur, que c'est très audacieux et que c'est très essentiel. Mais le fait est que nous ne faisons pas face à un problème technique qui a une solution technique. Nous faisons face à un problème de valeur qui n'a pas une solution ingénierique, à mon avis. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais ramener le micro. Sinon j'en profitais. Il y en a une? Okay. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante, monsieur. J'ai une petite question quand même parce que du coup, vous mettez en parallèle, et c'est très bien fait, du coup, la réanimation et les défis écologiques d'aujourd'hui. Moi, je vois quand même une grande différence. En tout cas, je me fais un peu l'avocat du diable en disant ça, mais juste pour porter un peu le débat. On pourrait répondre quand même qu'un médecin qui prend, il prend en charge les patients dans le service de réanimation, et à ce titre-là, il se sent la responsabilité d'eux. Et il se sent, du coup, là, il y a vraiment une notion de responsabilité, je pense, qui est très importante. Et quelqu'un pourrait répondre, par exemple, qu'il ne se sent pas la responsabilité, par contre, du défi écologique, il ne se sent pas la responsabilité du SDF, et il ne se sent pas la responsabilité de l'autre, en disant, voilà, le monde est comme ça, l'être humain est comme ça, et quelque part, moi, je ne peux rien y faire. Et presque aussi suivant des modes de pensée, même qu'on peut des fois avoir en réanimation devant des phases terminales où on se sent diminué. C'est comme ça, c'est malheureux, mais on ne peut rien faire. Et voilà, pour refaire un autre parallélisme entre ces deux mondes, il y a cette notion de responsabilité, je trouve, qui est assez intéressante. Et je me demande ce que vous diriez du coup à un jeune qui vous dirait, voilà, je ne me sens pas la responsabilité, même si personnellement, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit pendant votre intervention. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites et effectivement, je suis en grande partie d'accord avec vous. Le cœur du problème est vraisemblablement cette dilution de responsabilité qui fait que parce que nous sommes tous coupables, tous, j'entends les pays riches, hein, nous avons l'impression que personne n'est coupable. Et ça, effectivement, c'est humain et c'est probablement quelque chose de compréhensible en termes psychologiques. La seule réserve que j'émettrais par rapport à ce diable dont vous vous êtes fait l'avocat à l'instant, c'est celle qui consisterait c'est de remettre en cause l'idée qui consisterait à dire c'est comme ça. En effet, quand vous êtes en phase terminale d'un cancer, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse à ça. Je doute d'ailleurs qu'on n'ait jamais une réponse à ça, mais c'est une autre question. Et je pense qu'un certain fatalisme est probablement la seule attitude raisonnable. Là, c'est très différent. Ce qui se passe en ce moment, d'abord, est très récent, très situé, très facilement évitable à condition de réfléchir un peu à nos valeurs. Et ce que je trouve le plus choquant dans ce type d'attitude, c'est de faire comme si l'humanité n'avait aucun autre rapport au monde possible. En fait, et ce n'est pas du tout votre propos, hein, je l'ai bien compris, mais si je prends ce propos littéralement, je crois même qu'il serait un peu raciste, parce qu'il ferait comme si l'ontologie de l'homme occidental contemporain était la seule manière de faire monde. En réalité, quand on regarde l'essentiel des cultures qui ont habité cette planète, la grande majorité
avaient un rapport aux autres vivants qui était radicalement différente de la réification que nous avons déployée. Donc, c'est factuellement, historiquement et anthropologiquement faux de laisser entendre que l'être humain ne peut pas avoir un autre rapport avec, disons, la biosphère en général que celui qui est aujourd'hui imposé par le diktat de la société occidentale contemporaine. Il suffit de regarder l'histoire, il suffit de lire un peu d'ethnologie et on se rendrait compte que nous sommes l'exception plus que la règle. Simplement, cette exception s'est effectivement imposée et généralisée par la force. Ça, c'est vrai. Mais elle demeure historiquement exceptionnelle. Donc nous avons la preuve que d'autres manières d'être des humains habitant le monde est possible. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je voulais rebondir sur cette notion de responsabilité, parce qu'une des grandes problématiques de la situation, c'est l'inertie qu'on présente tout et un chacun, et c'est une grande source de questionnement. Dans la responsabilité, il y a la responsabilité causale et la responsabilité morale. La responsabilité morale, il y a deux conditions qui sont souvent proposées. C'est une condition de connaissance, savoir que l'on porte tort à autrui, et une condition de liberté, d'avoir la liberté d'agir autrement. Et en fait, dans les situations dont on parle, on a le sentiment que la connaissance, elle est partagée. Vous avez rappelé des chiffres, et je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils sont entendus dans l'auditoire. Une liberté, dans certaines situations, on a les libertés de faire autrement. Donc là, on n'a pas parlé de l'éthique des petits gestes, mais vous évoquiez par exemple la consommation de viande qui est extra-médicale, mais on a quand même un certain degré de liberté, mais malgré tout, on est face à un certain degré d'inertie. Et le lien que je voulais faire avec la question, c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le problème, c'est la chaîne de causalité, c'est que cette chaîne de causalité est beaucoup trop distendue entre l'individu, l'agent moral et la conséquence, et que c'est pour ça qu'elle échappe un petit peu à notre portée, en fait. Oui, bien sûr, là encore, je ne peux que souscrire à votre analyse. Simplement, enfin, je n'ai rien à ajouter, hein, voilà, je peux juste dire que je suis d'accord. Je vais simplement en profiter pour rappeler qu'on ne peut pas quand même oublier la contingence, c'est-à-dire le fait que les choses pourraient être extraordinairement différentes. Bon, on a vu il y a quelques jours que Twitter a été racheté par Elon Musk, qui est vraisemblablement l'un des hommes les plus nuisibles de cette planète. Bon, bah, on peut fermer son compte Twitter. Voilà, c'est fait, ça prend 30 secondes. On peut fermer son compte Facebook. Faites-le là, maintenant, tout de suite. Ça va prendre 30 secondes. C'est fini, c'est pas très compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a une chaîne causale, comme vous le dites, qui est très, très longue et qui dilue énormément les responsabilités. C'est vrai que seule une révolution systémique a un sens. C'est vrai que le geste individuel n'est pas la solution. Mais il n'empêche que le geste individuel peut être à l'origine d'un renversement des valeurs. Voilà. Et ça, c'est pas non plus extraordinairement compliqué à mettre en œuvre. Donc c'est ça qui est un peu délicat, c'est que je suis totalement d'accord avec vous sur l'analyse globale, mais à condition de ne pas l'utiliser comme prétexte pour se dédouaner de l'investissement local. Mais bien sûr, à cette condition, vous avez raison, je crois. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense qu'on va... Ah, juste là. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention. Moi, j'avais simplement une question. C'était donc si on prend encore l'image du gâteau qu'on doit tous se partager, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que, in fine, avec l'expansion de la population mondiale, la part qui reviendrait à chacun serait même insuffisante pour seulement en vivre? Donc, si on pousse un peu le raisonnement, la meilleure chose que je puisse faire pour la planète, ça serait peut-être de me suicider, puisque sur Terre, je ne peux être que nuisible. Et en fait, il y a plein de questions aussi auxquelles on ne peut pas répondre simplement. Donc, comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce contexte, par exemple? À titre personnel, je ne vous conseille pas le suicide, ça je peux déjà vous le dire. Plus sérieusement, oui, bien sûr, vous avez raison, parce que là, c'est ce qu'on appellerait pousser le raisonnement ad absurdum. Bon, il y a débat, hein, comme vous savez, sur cette question, et il n'y a pas consensus, même chez les gens qui sont intéressés à ce point. En ce qui me concerne, je crois que la population mondiale n'est pas un problème. Hein, vous savez que les 1% les plus riches émettent plus de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres.
Une fois qu'on a dit ça, et sachant bien sûr que les pays à démographie galopante sont les pays pauvres, je ne vois pas comment on peut soutenir que c'est la population mondiale qui est un problème. D'autant qu'on sait que de façon naturelle, hein, sans avoir besoin de faire d'actions musclées à la chinoise, la population mondiale va vraisemblablement talonner en 2050 et vraisemblablement légèrement décroître après cette date. En réalité, ça ne serait pas très compliqué hein, de nourrir tout le monde de façon parfaitement satisfaisante et de loger tout le monde de façon parfaitement satisfaisante. Donc, je crois que c'est vraiment un état d'esprit, en fait. Tant que la maximisation, j'ai envie de dire du confort, mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. On n'est pas plus confortable dans un appartement immense, dans un petit appartement. Et on sait très bien que les hôtels de luxe, la plupart du temps, ils sont malaisants, en réalité. Mais tant que ce confort ressenti est considéré comme un marqueur de réussite sociale et non pas comme un marqueur de délinquance environnementale, effectivement, nous aurons l'impression qu'il faut se serrer la ceinture. Si les valeurs changent, je crois que factuellement, il n'y a aucun problème pour nourrir tout le monde. Alors, on ne peut pas être 50 milliards, ça c'est certain, mettre quelques milliards de plus dans l'enveloppe scientifique, ça passe quand même sans problème. Hein. Merci beaucoup. Et sans revenir à l'âge de pierre. Hein. Personne n'a envie de renoncer à l'existence des services de réanimation. Il n'est pas question de revenir à Cro-Magnon, comme le disent ceux qui tentent de caricaturer les lanceurs d'alerte. Ce n'est pas du tout la question, en fait. Je crois qu'on va vous remercier beaucoup encore pour votre participation. Pardon, je vais dépasser. On va remercier merci de votre invitation, merci de votre confiance. Merci beaucoup. La salle pour les questions. 1, 2, 1, 2. Ah. Merci. Merci beaucoup.